Donc c'est parti, je vais essayer de répondre à la question qu'est-ce qu'est la permaculture? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a autant de façons d'expliquer ce qu'est la permaculture que ce qu'il y a de personnes qui pratiquent la permaculture ou qui s'intéressent à la permaculture. J'espère que je ne vais pas en décevoir certains, mais en fait la permaculture, ce n'est pas une méthode de jardinage, ce n'est pas une technique de jardinage. Donc ça, je sais que pas mal de personnes pensent que c'est une technique de jardinage. Effectivement, on s'intéresse énormément au jardin, mais la permaculture, c'est quelque chose de bien plus global que le jardinage. Mais on va quand même bien parler jardin, vous allez voir. Donc j'ai pris une définition de Wikipédia pour commencer, qui dit que la permaculture est une science systémique qui a pour but la conception, la planification et la réalisation de sociétés humaines écologiquement soutenables, socialement équitables et économiquement viables. Elle se base sur une éthique d'où découlent des principes et des techniques permettant une intégration des activités humaines dans les écosystèmes. Alors là, normalement, c'est très clair pour tout le monde. Je peux m'arrêter là, vous avez tout compris, c'est bon, c'est parfait. Bon, à potasser à la maison, on ne va pas faire ça maintenant. Il y en a des plus simples. Hop, là, je prends une définition de David Holmgren, qui est un des deux cofondateurs du mot permaculture, en fait, avec Bill Mollison. Donc lui, il dit que la permaculture est un aménagement consciencieux du paysage qui imite les modèles trouvés dans la nature, qui produit en abondance de la nourriture, des fibres et de l'énergie pour combler les besoins locaux. C'est déjà un petit peu plus simple. Il y a encore plus simple. Moi, j'aime bien cette définition-là, qui est celle du Petit Robert, qui dit que la permaculture est un mode d'aménagement écologique du territoire visant à concevoir des systèmes stables et autosuffisants. Donc, en gros, la permaculture, c'est l'art de concevoir des systèmes stables et autosuffisants. Que ce soit dans un jardin, que ce soit une habitation, une collectivité, un village. La permaculture, c'est ça. Donc, ce n'est pas du jardinage, mais quand même, on s'y intéresse beaucoup au jardinage parce que quand on fait une société autonome, on a besoin de s'alimenter. Et du coup, pour s'alimenter, jardiner, c'est quand même bien pratique. Il y a une autre définition que je vais vous mettre juste après, que j'aime bien, qui est assez rigolote, qui est de Patrick Whitefield, une personne qui a écrit des livres sur la permaculture et qui dit que la permaculture est une conspiration des plantes pour conquérir la planète. Donc, au-delà du fait que c'est assez sympa comme définition, mais c'est assez vrai, parce qu'en fait, avec des plantes, on peut quasiment tout faire. On peut faire du bois pour construire des habitations, du bois pour se chauffer, on peut faire des fibres pour faire des vêtements, on peut se nourrir, on peut se soigner, on peut quasiment tout faire avec les plantes. Donc c'est vrai qu'en général, quand on fait de la permaculture, quand on s'intéresse vraiment à la permaculture, on a tendance à mettre des plantes de partout. D'où le rapport, on imagine que c'est du jardinage. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est juste qu'en fait, le fait de faire pousser des plantes nous permet d'avoir accès à tout un tas de biens. Donc les deux cofondateurs de la permaculture sont Bill Mollison et David Holmgren. Donc ils ont créé le mot permaculture en 1973. À la base, c'était la contraction de permanente agriculture. Donc contrairement à l'agriculture qu'on connaît, où chaque année, il faut retravailler la terre, replanter, remettre des traitements, relabourer la terre, replanter et ainsi de suite. L'agriculture permanente, en fait, on plante une fois, comme fait la nature, et en fait, et on laisse pousser les végétaux. On n'est pas obligé de recommencer chaque année. L'idée de base, c'était ça. Donc la contraction de permanente agriculture. Mais rapidement, en fait, la permaculture s'est intéressée à tous les autres domaines des activités humaines, parce que ça aurait été incohérent, en fait, d'avoir un jardin autonome et écolo, mais d'avoir une maison qui marche au charbon, d'aller prendre sa voiture au pétrole pour aller au jardin, et de séparer tous ces éléments-là. Donc la permaculture, de suite, s'est intéressée à tous les domaines pour les faire se connecter les uns les autres. Donc la permaculture, je lis la phrase quand même, la permaculture s'intéresse rapidement aux autres domaines d'activité humaine pour répondre à tous nos besoins. Alimentation, habitation, relations humaines, énergie, etc., etc. Il y a un autre moyen de définir la permaculture, c'est l'éthique de la permaculture. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la permaculture, qui ont lu des bouquins, rapidement on va tomber sur ce qui est l'éthique de la permaculture. C'est tout le temps la même, on la retrouve de partout. Et elle résume également assez bien ce qu'est la permaculture. Donc c'est une éthique en 3 points. Donc le premier point, c'est prendre soin des hommes. Prendre soin des hommes, c'est prendre soin de nous, prendre soin de notre famille, de nos proches, du village, et prendre soin de l'humanité dans sa globalité. Deuxième point, c'est prendre soin de la terre. Donc prendre soin de la terre, effectivement, si on a un petit potager, un lopin de terre, on en prend soin, mais c'est également prendre soin de la planète dans sa globalité. Et le troisième point, c'est produire et partager équitablement les ressources. Donc ce que j'aime bien moi, dans cette notion-là, c'est qu'un petit peu comme dirait Pierre Rabhi et Colibri, la sobriété heureuse, une façon de partager les ressources, c'est de ne pas gaspiller en fait, les ressources. C'est une très bonne façon de partager. Après, on peut partager, en ayant une éolienne, partager l'électricité avec son voisin, on peut faire du potager, partager les légumes avec l'entourage. On peut avoir des connaissances et partager ses connaissances comme j'essaye de faire ce soir. Et voilà, tout un tas de façons de partager. Du coup, voilà, quand on fait des actions, si on estime qu'on prend soin de l'homme, qu'on prend soin de la terre et qu'on partage équitablement les ressources, on fait de la permaculture. On n'est pas obligé de jardiner pour ça.
Parce qu'il peut y avoir dans une communauté un mécano et des jardiniers, et puis le mécano répare les machines, en échange il y a des partages de légumes, et le mécano est quand même permaculteur, même s'il ne jardine pas. J'ai pris mécano comme exemple, mais ça va pour tous les métiers, quoi. Donc on va quand même beaucoup parler jardin, mais je vais survoler des autres volets en fait, hein. Donc il y a la permaculture humaine qui est extrêmement importante. Donc il y a tout un tas d'outils qui permettent de bien communiquer et d'apprendre à collaborer avec les gens avec qui on a envie de faire des projets. Donc il y a un outil qui est très intéressant qui s'appelle la CNV, la communication non violente. C'est un excellent outil, il y a un bouquin qui est pas mal qui en parle, qui est « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des portes ». Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment intéressant. En fait, souvent dans nos façons de parler, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on peut avoir des façons de parler violentes qui ne permettent pas en fait, de résoudre les conflits et de faire des choses en collectivité. Un truc tout bête, quand on dit à quelqu'un « mais t'es toujours en retard », ben, c'est quelque chose qui n'est pas non violent en fait, parce que déjà la personne elle n'est pas toujours en retard, c'est sûrement arrivé une fois ou deux qu'elle soit à l'heure, et du coup, pour avoir des bonnes relations avec cette personne, c'est pas forcément une bonne façon de faire en fait. Je vais très vite, je simplifie énormément, il faudrait passer pas mal de temps pour parler de ça, mais c'est très intéressant. Il y a d'autres outils de collaboration intéressants, notamment les systèmes horizontaux, horizontal là j'ai marqué. Souvent dans notre société, on a tendance à fonctionner de façon pyramidale, normalement avec les deux mains ça marche. C'est-à-dire que généralement, on a un patron, on a des employés au-dessus et des en dessous, et ça marche de façon pyramidale. Et même dans le monde associatif, là j'ai pris l'exemple de la Grenade docile, souvent on a un président, un trésorier, secrétaire, et c'est encore de façon pyramidale. Donc nous, ce qu'on a fait pour notre association, en tout cas, c'est qu'on a viré les présidents, trésoriers, secrétaires. On n'est plus qu'un collectif d'action, et on prend toutes les décisions avec les personnes qui veulent nous aider au consensus. Pour ceux qui ne savent pas forcément c'est quoi le consensus, c'est qu'on discute autour d'une table, et on fait la décision une fois que tout le monde est d'accord. On ne fait pas de vote, il y en a pas, si on est 5, il n'y en a pas 3 qui ont voté oui, 2 qui ont voté non, et on le fait quand même. On discute jusqu'à ce que les 5 soient d'accord sur un projet commun. Et ça permet en fait, parce que si on le fait quand même avec les 5, ben déjà les 2 qui ont voté non, soit ils le font à contre-cœur et ils ne sont pas contents de le faire, soit ils ne le font pas et du coup on n'est plus que 3 dans le projet. Donc voilà, il y a plein d'outils de collaboration, mais c'est assez important de changer notre façon de penser. Souvent dès l'école, en fait, on apprend de façon pyramidale, en fait, le premier de la classe, le deuxième, etc. Les jeux, même les jeux, c'est souvent des compétitions. Donc on essaye aussi de développer les jeux collaboratifs où tout le monde gagne. Voilà. Moi, je passe sur ce sujet-là et on pourrait en dire vraiment pas mal. Il y a un bouquin qui est pas mal aussi, c'est Faire ensemble. Il y a vraiment tout un tas d'outils qui nous permettent de collaborer, de faire des choses ensemble. Il y a l'habitation. Donc on a tous quasiment besoin d'avoir une habitation, hein. Donc là, c'est ma maison. Donc l'habitation, elle est faite en partie en terre-paille. Donc souvent, quand on fait des maisons, on a tendance à utiliser des agglos, du béton, des éléments qui ne sont pas forcément écologiques, qui viennent de loin, qui coûtent cher et qui ne sont pas forcément sains. Une maison en terre-paille, c'est gratuit. On prend la terre du terrain, on mélange avec de la paille, on fait des constructions très durables. C'est gratuit. C'est très écologique. Si un jour on déménage, qu'on doit partir, on peut recomposter notre maison et planter directement dedans. Il n'y a pas de problème. Et c'est beaucoup plus sain. Moi, j'ai vécu dans des maisons en béton qui étaient mal isolées. Les côtés nord étaient humides, ça moisissait. Parce que c'est étanche en fait le béton. La terre, ça respire. Du coup, on ne peut pas avoir ce problème-là avec des maisons en terre. Le béton, c'est froid. La terre, c'est plus ou moins à température ambiante. Donc voilà, c'est des maisons beaucoup plus saines qui sont gratuites et écolo, quoi. Donc là, ce qu'on a vu avant, c'est la face nord avec très peu de fenêtres. Là, ce qu'on voit maintenant, c'est la face sud de la même maison. Non, hop. La face sud de la même maison. Et en fait, en permaculture, on a tendance à faire marcher ensemble tous les éléments d'un système. Comme je vous disais au début, la permaculture, c'est l'art de faire des systèmes autonomes et durables. Donc on essaye de connecter tous les éléments d'un système. Donc là, c'est ma maison côté sud. Donc la maison, il y a les arbres. Les arbres font partie de mon isolation. Les arbres tout autour de la maison, en fait, me protègent la maison des vents froids. Les arbres au-dessus de la maison, quand ils ont leurs feuilles, me protègent la maison du soleil. Donc ça chauffe moins. On voit que j'ai passé la serre côté sud. La serre, en plein hiver, elle est ensoleillée, elle chauffe. Et j'ai une petite fenêtre, ça me chauffe la maison en ouvrant la petite fenêtre qui est derrière la serre. Puis la nuit, quand je chauffe la maison un petit peu, eh ben, la chaleur de la maison, en plus, se stocke dans les murs en terre et chauffe également la serre. Donc ces éléments sont connectés. En général, quand on fait des systèmes, on a tendance à séparer tous les éléments. On a une serre, on a une maison, on a un poulailler, on a un verger, et on sépare chaque fois tous les éléments. En permaculture, on essaye de regrouper tous ces éléments qui généralement fonctionnent beaucoup mieux ensemble. Et la phytoépuration, c'est extrêmement important, surtout dans ces régions, surtout que c'est de plus en plus sec. Moi, je mets parfois en place des systèmes de jardins autonomes chez des particuliers. Et en général, ce qu'on me dit systématiquement, c'est qu'on n'a pas assez d'eau pour faire un potager. J'ai pas assez d'eau pour m'occuper de mon jardin.
Mais il faut savoir que quotidiennement, en fait, avec les douches, les machines à laver, la vaisselle qu'on fait, on balance des centaines de litres d'eau tous les jours, c'est quotidien. Largement de quoi faire un potager pour nourrir une famille, largement. Du coup, en installant un système de phytoépuration, on n'a plus aucun problème d'eau. Surtout si on récupère l'eau de pluie, et là on est vraiment très large, même s'il ne pleut pas beaucoup. Voilà. Après, bon, avant d'installer une phytoépuration, il faut aussi réfléchir en amont des produits qu'on utilise. Si on met de la javel tous les jours, dans tous les sens, c'est pas très très bien. Donc là, ça c'est ma maison en hiver. On voit que le soleil est bas en hiver, donc il ensoleille la maison chauffe. Et en été, le soleil est plus haut, les arbres sont en feuilles. Ma maison, ma serre est à l'ombre, du coup ça ne chauffe pas la maison. Parce qu'en permaculture, on a tendance, on réfléchit aussi avec les saisons. En hiver, le soleil n'est pas au même endroit qu'en été, et on réfléchit selon les saisons. On ne fait pas un truc qui chauffe tout le temps, on fait un truc qui chauffe en hiver, mais qui en été est frais. Donc voilà. Dans un système permaculturel, chaque élément est envisagé en relation avec les autres. La faune, la flore, l'habitat, l'eau et les déchets. Donc là, je vais quand même passer pas mal de temps sur le jardinage, parce que j'imagine que c'est ce qui intéresse pas mal d'entre vous. Mais moi, ça m'intéresse. Du coup, il y a tout un tas de techniques qui sont souvent utilisées en permaculture. Vous avez peut-être entendu parler de chacune de ces techniques, je vais en parler rapidement. Alors, une des techniques très appréciées en permaculture, c'est ce qu'on appelle le jardin-forêt comestible. Donc, l'idée en permaculture, c'est d'observer la nature et de voir comment elle fonctionne autour de nous. Quand on observe la nature autour de nous, on peut se rendre compte que quasiment tous les terrains autour de nous, si on les laisse sans rien faire, qu'on revient 20 ans après, il y a une forêt qui a poussé. À moins d'être vraiment au bord de la plage ou en haut d'une colline où il n'y a que du caillou, sinon tous les terrains qui nous entourent, entre guillemets, aspirent à devenir forêt, ils deviennent forêt sans rien faire. Donc l'idée du jardin forêt comestible, c'est d'utiliser cette force de la nature qui tend vers la forêt pour proposer des arbres fruitiers qui vont nous nourrir plus facilement que le chêne ou que les pins. Donc voilà, on imite exactement la nature qui va vers la forêt et on fait des arbres comestibles qui nous intéressent. Du coup, la différence entre un jardin-forêt et un verger, c'est qu'en général, quand on fait un verger, par exemple, on prend des pommiers et on les espace tous les 5 mètres, selon la greffe et la taille, etc. Mais grosso modo, on prend des pommiers, on les met tous les 5 mètres, et ça, c'est un verger. Une forêt comestible, c'est on met un pommier. Sous ce pommier, à mi-ombre, on va mettre des framboisiers, des groseilliers, des fraisiers à mi-ombre qui vont très bien pousser, quasiment sur le même espace. On va également lui mettre une liane qui va grimper dessus, une vigne ou un kiwi. Du coup, toujours sur le même espace, on a des framboisiers, des fraises, des groseilliers, des pommes, un kiwi. Cet arbre, il est placé quelque part et du coup, il y a un sud. Et bien, au sud de cet arbre, on peut lui mettre un arbre plus bas, qui serait par exemple un arbre plus petit, qui pourrait être un pêcher. Et du coup, à 1 mètre plus loin, on aurait un pêcher en plus. Au-dessus de ce pêcher, on pourrait très bien avoir des salades, des blettes, etc. Et du coup, quand on fait une forêt comestible, en fait, on pense le terrain en volume. Souvent, quand on a un jardin, on l'imagine à plat. On dit j'ai 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés, etc. Quand on pense en volume, on a beaucoup plus de possibilités de productivité. On essaye de voir en volume, c'est pas à plat, quoi. On peut avoir une récolte en haut, une récolte au milieu, une récolte qui grimpe, une récolte au sol. Et on a des éléments beaucoup plus productifs. Voilà, la forêt comestible, là, je vous fais vraiment un survol rapide. Il y aurait beaucoup à dire. Une autre technique qui est très souvent utilisée en permaculture, c'est le paillage ou le mulch. C'est une couverture du sol, en fait. Pareil, ça part de l'observation de la nature, en fait. La nature, généralement, elle ne laisse pas un sol à nu. Ou alors c'est un désert ou la plage. Mais généralement, la nature recouvre le sol systématiquement avec des feuilles, des branches, tout un tas de matières organiques. Donc là, nous, on fait la même chose. Et ça nous permet de limiter énormément le nombre d'arrosages dont on a besoin. Selon les techniques, moi je sais que je fais du maraîchage depuis un petit paquet de temps. Selon les techniques, il y a plein de techniques de jardinage différentes. Mais j'ai des techniques où moi je sais que j'arrose plus du tout après juin. Dans le voisinage, tout le monde arrose tous les jours, tous les 2 jours. Moi je plante mes tomates, mes courgettes ou je ne sais quoi. Une fois que les racines sont installées, j'arrose plus du tout de tout l'été. Là cette année, il y a eu quand même canicule et grosse chaleur. Donc j'ai arrosé quand même toutes les 3 semaines sur certaines zones. Mais c'est ridicule par rapport à tous ceux que je connais en fait, qui font du maraîchage à côté de moi. Et bon, ça a d'autres vertus aussi que l'arrosage. Ça permet aussi de ne plus avoir à travailler la terre. Parce que quand on a une terre à nu, quand il pleut, ça crée une croûte. Quand il y a du soleil, ça crame tout et du coup, il n'y a pas de vie du sol qui tient. Quand il fait froid, ça tue la vie du sol. Quand il pleut, il y a de l'érosion. Toutes les terres agricoles partent dans les rivières. On a l'impression que c'est normal quand il pleut de voir les rivières pleines de boue. En fait, ce n'est pas un phénomène naturel. C'est parce que les terres agricoles partent dans les rivières. Voilà. Si on a un sol couvert, on n'a pas d'érosion, le sol ne se compacte pas, on n'est pas obligé de retravailler la terre systématiquement. On laisse revenir la vie du sol qui va faire, elle, le travail. Je vais un peu redétailler ça après. Il y a quelque chose également d'extrêmement important, c'est la connaissance des plantes sauvages.
Souvent, quand on fait du maraîchage, quand on jardine, on a les mauvaises herbes qu'on enlève systématiquement et on essaye de planter des plantes comestibles. Alors, quand on fait l'effort d'apprendre à connaître ce qu'on appelle les mauvaises herbes, déjà, on les appelle plus forcément mauvaises herbes, on leur donne un nom, c'est du chien-dent, c'est du kénopode, c'est de l'amarante, de l'ortie, du chardon. Et, voilà. Et en fait, chacune de ces plantes, souvent, on se rend compte qu'elles sont à 80% du temps comestibles. Elles ont à chaque fois des vertus médicinales et elles ont aussi une grande utilité pour le sol. Moi, au début, quand j'ai commencé à faire du maraîchage à but commercial, j'avais lu plein de bouquins sur l'agriculture écolo, etc. Et du coup, j'avais vu qu'il fallait planter des engrais verts, c'est ça qui était bien parce qu'on n'achète pas des engrais, etc. Du coup, j'ai arraché mes herbes que je ne connaissais pas, je travaillais un peu la terre, je mettais mes semis d'engrais verts, j'arrosais un petit peu et ça poussait comme ça, quoi. Et en fait, après à connaître les plantes que j'ai arrachées, c'était les meilleurs engrais verts que j'avais, c'était du mélilo, donc c'est un excellent engrais vert qui poussait tout seul, qui faisait le boulot, sans que j'ai rien à faire. Donc parfois, on se casse la tête à arracher ces herbes qu'on ne connaît pas, alors que juste en apprenant à les connaître, on se rend compte que c'est une excellente alimentation, avec souvent beaucoup plus de nutriments que les salades que l'on cultive, et en plus ça améliore le sol tout seul. Alors il y a une technique extrêmement réputée dans la permaculture. Généralement, je ne crois pas que je connaisse de permaculteur qui n'a pas sa butte de culture. Normalement, quand on est permaculteur, on a une butte. Non, en fait, c'est souvent associé à la permaculture et la culture sur butte. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, c'est une méthode de culture qui permet d'être extrêmement productif, de stimuler énormément la vie du sol avec beaucoup de zones aérobies. Vous voyez ces cultures sur butte, c'est des zones courbes et on cultive en fait sur toute la courbe. Donc c'est extrêmement productif. Il y a des techniques où on intègre du bois à l'intérieur et ça permet de faire des éponges d'eau qui gardent toute l'humidité à l'intérieur de la butte. Ça augmente la surface du terrain, parce que quand on a un terrain plat, il fait une certaine surface. S'il y a des buttes, la surface est beaucoup plus grande. Donc on a beaucoup plus de possibilités de culture. On peut créer des microclimats, selon comment on positionne nos buttes. On peut faire des zones au sud, des zones à l'ombre. Voilà, on peut faire tout un tas de choses. Ça a énormément d'utilité, la culture sur butte. Et bon, pareil, je vais passer vite dessus, mais c'est une technique qui est extrêmement efficace. J'ai quelques photos après que je vais montrer de mes cultures sur butte quand je faisais du maraîchage commercial. Voilà, c'est une méthode très efficace. On n'est plus obligé de travailler la terre après. Si c'est bien fait, en fait, dans chaque contexte, il y a des possibilités de mettre des buttes valables, mais si on fait une mauvaise butte au mauvais endroit, on peut avoir des difficultés aussi à cultiver. Les semences, on en a parlé un petit peu avec les colibris. C'est vrai que l'utilité de faire ces semences est assez énorme en fait. Souvent, les jardiniers achètent chaque année des semences. Généralement, c'est comme ça que ça se passe, c'est de plus en plus rare. Enfin, peut-être ça revient un petit peu, mais c'est assez rare de faire ces semences soi-même. En fait, le fait de faire ces semences soi-même, ça permet de les adapter à notre jardin. Si on n'arrose jamais nos plantes, et qu'on garde les plus belles qui ont poussé avec très peu d'eau, en fait, on adapte nos plantes à la sécheresse. Si on est dans un lieu humide et qu'il y a souvent des maladies cryptogamiques, des maladies mildioudium qui s'installent sur les plantes, et qu'on garde les semences de celles qui ont résisté à ces maladies, on crée des variétés qui sont résistantes aux maladies. Par contre, si chaque année on achète des variétés dans le commerce, on n'a aucune adaptation et chaque année on a toujours les mêmes problèmes. Donc le fait de faire ces semences, ça nous permet d'avoir des plantes résistantes à notre biotope, à notre terroir, mais également à notre façon de jardiner, parce qu'il y a des jardiniers qui aiment bien tailler les tomates, des jardiniers qui aiment bien arroser souvent, enfin, on a chacun des techniques de jardinage différentes, et si on garde les variétés qui ont le mieux réussi chez nous, on les adapte aussi à notre façon de jardiner, et voilà, ça nous permet de nous passer de tous les produits phytosanitaires, etc. Et en plus, c'est un acte citoyen, comme on disait, la reproduction des semences, c'est un acte assez important. Avant, dans le monde, il y avait pour chaque terrain des plantes adaptées au terroir. Maintenant, il n'y a que quelques variétés qu'on essaye d'adapter à tous les terroirs. Il y a une grosse perte génétique en fait, dans les plantes potagères, entre autres. Alors, en technique qu'on aime bien, nous, enfin moi que j'aime bien en tout cas, c'est le non-agir. C'est pas mal. Hein. Ça prend du temps. Ça peut mettre du temps. C'est beaucoup inspiré. En fait, la permaculture, c'est énormément inspiré d'un japonais qui s'appelle Masanobu Fukuoka. Peut-être certains d'entre vous connaissent, qui a écrit, qui a fait pas mal de techniques qui a essayé pas mal de techniques de jardinage, qui a associé un petit peu, comme c'est japonais, le Tao, donc toute la philosophie du Tao avec le jardinage, notamment le non-agir, et tout un tas d'autres choses. Il a fait un bouquin qui s'appelle La révolution de Sun Bran Pai, qui a très très bien marché. Et du coup, lui, il nous amène à nous poser, disons qu'il dit qu'on se pose souvent la question. Comment tailler mes tomates, comment arroser, comment désherber, comment on peut en trouver des comment. Et il nous amène plutôt à nous poser la question comment ne pas avoir à le faire, comment ne pas tailler mes tomates, comment ne pas les arroser, comment ne pas désherber, etc. Et du coup, quand on se pose la question de cette façon-là, ça nous amène à essayer de comprendre ce qui se passe, de prendre le temps et de voir qu'on n'est pas obligé de faire tout ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire. Moi, quand j'ai dit que je ne taillais pas mes tomates, on m'a dit mais tu vas avoir que des feuilles à manger, il faut tailler les tomates, c'est comme ça on taille les tomates. Du coup, j'ai pas taillé mes tomates et j'ai eu des tomates qui marchent très très bien, il n'y a pas de problème. Hein.
Quand on taille les tomates, en plus on crée des microplaies. Il y a des études qui ont été faites de tomates sur les mêmes terrains, les tomates taillées et non taillées. Avec un traitement égal, les tomates non taillées étaient beaucoup moins malades. Parce que chaque fois qu'on taille, on fait des petites plaies, des entrées pour les maladies. Si la plante pousse comme ça, c'est pas que pour nous embêter. C'est sa façon de pousser. Pareil pour les vignes. Enfin, ici, il y a sûrement peut-être des vignerons dans la salle. Mais c'est vrai que nous, les vignes, ici, elles sont taillées en boule. Et chaque année, il y a, je ne sais pas combien de traitements, mais en tout cas, j'ai travaillé pas mal de temps dans les vignes et c'est traitement sur traitement. Enfin, chaque année, c'est obligatoire, chaque année, il y a des traitements. Je ne connais pas de domaine viticole qui ne traite pas ses vignes, même en bio ou pas bio. Parce qu'en fait, la vigne, c'est une liane qui s'étend sur des vingtaines de mètres si on la laisse faire. Et du coup, écarté, le feuillage est écarté. Nous, on en fait des petites boules et du coup, forcément, c'est malade. Voilà, du coup, des fois, de non agir, ça permet d'avoir des plantes saines. Et la vie du sol, je vais détailler un peu la vie du sol parce que c'est un peu la base quand on jardine, c'est le sol en fait. Souvent en agriculture, on considère le sol comme un matériau inerte en fait. Du coup, il faut y mettre des engrais pour nous faire pousser les plantes, sinon ça ne marche pas. En fait, le sol, c'est bien plus complexe que ça. Hein. Donc, la vie du sol. Donc, dans le sol, il y a tout un tas de petites bestioles. Alors les champignons, je vais essayer d'être concis. Donc, les champignons permettent la création de l'humus. En général, les champignons se nourrissent de lignine. Lignine, c'est ce qu'il y a dans le bois, les feuilles mortes, les feuilles sèches, la paille. Voilà, donc les champignons se nourrissent de ces matières-là et en créent de l'humus. Donc le carbone qui est là, ça en fait de l'humus et du coup ça nous permet d'avoir des terres fertiles. C'est pas trop compliqué. Ça permet le stockage de l'eau. En fait, nous, ce qu'on appelle champignons, peut-être faire un point là-dessus, ce qu'on appelle champignons en général, c'est juste la partie de reproduction, le sporophore. En fait, le champignon, c'est du mycélium qui est dans la terre et c'est la partie la plus importante, elle est sous terre, on ne la voit pas du tout, c'est des filaments blancs. La partie qu'on voit, qu'on va récolter pour manger, c'est juste la partie de reproduction du champignon. C'est infime par rapport à ce qu'est le champignon en réalité. Hein. Du coup, il peut y avoir 2 tonnes de mycélium à l'hectare dans un sol où il y a pas mal de champignons. Et en fait, donc, c'est des éponges. Tout ce mycélium blanc, c'est des éponges qui se gorgent d'eau et ça permet de stocker l'eau en fait. En forêt, il n'y a personne qui va arroser les arbres. Et ils poussent très bien. Moi, je me balade souvent en forêt, on voit des arbres qui poussent sur des cailloux quasiment. Il y a juste un peu d'humus et en fait, l'humus et les champignons, ça permet d'amener de l'eau aux arbres. Nous, dans l'agriculture conventionnelle, on laboure, on détruit systématiquement ces champignons. Donc forcément, il n'y a pas de réserve d'eau, il n'y a pas de création d'humus. Il y a les mycorhizes. Alors les mycorhizes, c'est un truc de fou. Disons que la plupart des plantes sont capables de vivre en symbiose, donc en harmonie, symbiose, avec des mycorhizes, donc des champignons qui vivent en symbiose avec ces plantes. Et du coup, pour 1 mètre de racine de la plante, il y a 1000 mètres de mycélium dans la terre. Du coup, si on laisse les champignons dans le sol, la plante a une capacité à explorer le sol 1000 fois plus grande que si elle n'a pas ce champignon. En plus, ces mycorhizes, la plante est capable de faire de la photosynthèse, elle ramène des sucres, elle donne ça aux champignons, et en échange, les champignons apportent de la nourriture aux plantes. Du coup, on a des plantes qui sont autonomes. Dans l'agriculture, on passe notre temps à détruire ces champignons, du coup, on n'a pas de plantes autonomes, elles ne sont pas du tout capables de s'alimenter toutes seules, on est obligé de rajouter des fumiers, des engrais. La nourriture, les engrais NPK, les agriculteurs en permanence mettent des engrais dans le sol. Dans la forêt, ce n'est pas ce qui se passe, hein. Les plantes poussent très très bien sans aucun engrais. Je simplifie énormément. Il y a les vers de terre. Les vers de terre, c'est assez connu. Donc les vers de terre, eux, ils permettent l'aération du sol. Ils passent leur temps à faire des galeries en surface, en profondeur, au fond. Ils mélangent ça, ils brassent ça en permanence. Et du coup, ils fertilisent le sol, en fait. Parce que toute la terre qui passe dans l'intestin du ver de terre, on ressort enrichie et fait une terre beaucoup plus riche. Quand on laboure, quand on met des engrais, quand on met de la potasse dans un sol, c'est les engrais chimiques souvent, on tue les vers de terre. Donc dans un sol où il y a beaucoup de vers de terre, il peut y avoir jusqu'à 5 tonnes de vers à l'hectare. C'est énorme en fait. Si on additionne toutes les espèces de vers de terre, ça représente plus de biomasse que toutes les autres espèces animales terrestres. C'est colossal. Et dans un sol labouré, il n'y a plus que 250 kg de vers de terre. C'est très très peu. Pareil, quand je travaillais dans les vignes, on défonçait le sol, on remuait le sol jusqu'à 80 cm. Et sur des semaines de travail, j'ai trouvé 2 vers de terre, on voyait 2 vers de terre. Moi, si on va dans mon jardin, on y va avec la bêche, je suis presque sûr, allez, sur 2 coups de bêche, on est sûr de trouver forcément 1, 2, 3, 4 vers de terre. Même juste à la main, on va trouver des vers de terre. Parce que j'ai un sol couvert et qu'il y a de la vie dans ce sol. Et du coup, ça enrichit le sol et ça l'aère. J'ai pas besoin de labourer, pas besoin de mettre d'engrais, ça marche tout seul. Il y a les bactéries. Donc les bactéries, en fait, tout organisme vivant vit en symbiose avec des bactéries. Il n'y a pas d'organisme sur Terre qui vit sans bactéries. Nous-mêmes, on a tout un tas de bactéries à l'intérieur de nous, sur notre peau, de partout. Les plantes, c'est pareil. Elles ont tout un tas de bactéries sur leurs racines, sur leur feuillage, etc. Et en fait, quand on laboure le sol,
on prend les bactéries qui sont en surface, donc on dit bactéries aérobies qui vivent avec de l'air. Donc ça, elles sont en surface. Sous le sol, il y a les bactéries anaérobies qui vivent sans terre. Quand on laboure, bien vu. Qu'est-ce que j'ai dit? Bien vu. J'aurais pu dire sans bière aussi, mais c'est pas. Donc elles vivent sans air. Quand on laboure, on met ces bactéries anaérobies, on les met en aérobie. Les bactéries en aérobie, on les met en anaérobie. Du coup, elles meurent. Et du coup, ça laisse, non seulement on perd toute cette richesse du sol, on perd toutes ces symbioses avec les plantes, mais en plus, on laisse la place à tous les pathogènes pour arriver. Parce qu'en fait, quand les bactéries sont là, elles occupent la place. Comme on dit souvent, la nature n'aime pas le vide. Et du coup, quand on tue les bactéries, il faut bien que quelque chose arrive. Et c'est une porte ouverte en fait à toutes les pathologies. Parce que les bactéries, il y en a sur les feuilles, il y en a partout. Si on détruit ces bactéries, il ne faut pas trop s'étonner d'avoir des problèmes de maladies en tout genre. La bactérie, dans une cuillère à soupe, une grosse cuillère à soupe, dans un tas de compost ou dans une terre riche, il y a plus de bactéries que ce qu'il y a d'humains sur Terre. Il y en a énormément, c'est tout petit, et il peut y avoir donc plus d'une tonne de bactéries à l'hectare. Dans un sol pas trop labouré, pas trop traité, pas trop massacré. Donc je parle des plus importants, mais il y a aussi cloportes, mollusques, nématodes, arachnides, insectes, etc., etc., etc. Et en fait, quand on s'intéresse à chacune de ces espèces, si on s'intéresse un petit peu aux champignons, qu'on va voir les spécialistes des champignons, ils vous diront que sans les champignons, la vie n'est pas possible, les champignons vont tout sauver. Quand on va voir les spécialistes des vers de terre, ils vous disent que c'est les vers de terre qui sont extrêmement importants, que ça va tout sauver. Quand on s'intéresse aux bactéries, il y a des spécialistes des bactéries qui vous disent que c'est extrêmement important, que ça va tout sauver. Mais en fait, tous ces éléments sont tous extrêmement importants et il faut essayer d'en prendre soin autant qu'on peut. Donc ça, c'est un sol labouré sans couverture. On connaît, il y en a plein partout. Du coup, dans ces sols labourés sans couverture, disons que la première année, on peut se passer d'engrais. S'il y a eu de la friche, s'il y a eu des végétaux, un petit peu, on peut se passer d'engrais sur 2 années peut-être. Mais sinon, quand on voit un sol comme ça, qui a été labouré, traité comme ça pendant plus de 2 années, on peut être certain qu'il y a forcément des engrais qui ont été apportés et quasiment certain des pesticides. Alors que ça peut être en biologique. Engrais, ça peut être du fumier, donc c'est biologique, c'est pas trop un problème. Quoique le fumier, c'est de la richesse qu'on prend d'ailleurs pour emmener chez nous. Donc est-ce que la richesse, elle ne pourrait pas aussi aller ailleurs? Et les pesticides, même si c'est en biologique, en agriculture biologique, on utilise la bouillie bordelaise, on utilise tout un tas de trucs pour combattre les champignons. Mais en fait, du coup, en utilisant cette bouillie bordelaise avec le cuivre, on tue également tous les champignons dont je parlais tout à l'heure qui sont capables d'améliorer le sol. En fait, hein. Du coup, quand on voit ces sols labourés, ils ne sont pas du tout autonomes. On est obligé déjà de les retravailler parce qu'ils se recompactent après, parce qu'il n'y a pas de couverture. Donc ça refait des croûtes, il faut le labourer. Quand il pleut, ça part dans les rivières et c'est un travail permanent. Donc, en général, quand on fait la permaculture, on essaye d'éviter ça. Ou alors sur des petites surfaces, à la limite sur 1 mètre carré, on peut très bien le faire. Mais là, comme c'est le cas sur des grandes surfaces, en général, quand on fait la permaculture, on ne fait pas ça. Hein. Après, il n'y a pas de dogme. Si ça passe, en fait, c'est chacun qui a le filtre éthique. En fait, est-ce que je prends soin de la terre? Est-ce que je prends soin de l'homme? Est-ce que je pense partager équitablement? C'est à chacun de juger pour soi. Hein. C'est pas à quelqu'un d'autre de dire, toi, tu ne fais pas de la permaculture. C'est chacun qui estime, est-ce que quand je fais ça, je prends soin de la terre, je prends soin de l'homme? Et est-ce que je partage les ressources? Voilà. Il n'y a pas de dogme, on n'est pas dans le jugement. C'est chacun qui fait ses propres choix. Quoi. Donc, celui qui laboure encourage la prolifération des herbes à croissance rapide, ce qu'on appelle mauvaises herbes. Quand on laboure, il y a des mauvaises herbes qui poussent, du coup on les arrache, ça repousse, on les arrache, ça repousse. On s'en sort. Enfin, c'est infini. Hein. C'est à l'infini. Si jamais on s'en sort, c'est dramatique, ça veut dire qu'on est arrivé au désert. Si les herbes ne poussent plus, c'est qu'on est sur le désert. Donc chouette, les herbes poussent, tant mieux, pourvu que ça dure. Voilà. Mais en général, en jardinage, en agriculture, on est à ce stade-là, c'est-à-dire qu'on est au stade, le premier stade, les herbes rapides à croissance rapide, qui sont là pour vite couvrir le sol, pour éviter qu'ils s'abîment et qu'ils partent et qu'ils prennent le soleil, etc. Il y a un truc intéressant à comprendre, c'est les successions végétales. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que les terrains autour de nous aspirent à devenir forêt, donc ils vont vers la forêt, mais c'est pas la forêt n'apparaît pas comme ça spontanément, il y a tout un tas d'étapes à suivre. Et les premières étapes, c'est ces plantes à croissance rapide. Après, une fois qu'on laisse ces plantes à croissance rapide, on va avoir des buissons qui vont s'installer. Ça peut être des ronces, des pruneliers, des genêts, enfin, ça dépend un peu du terroir. Ce qu'on appelle les friches. En fait, tout d'abord, il y a l'herbe, après il y a la friche, et après dans ces friches, il va pouvoir pousser les arbres pionniers, les arbres à croissance rapide qui sont capables de pousser en plein soleil, et ensuite il y aura les espèces climatiques, le climax, la forêt. Voilà, donc ça c'est des successions végétales. Généralement en agriculture, on est bloqué à cette première étape, et en permaculture, on essaye de réfléchir à cette force qui tend vers la forêt. Pour ne pas être bloqué à cette première étape, on essaye de planter des plantes buissonnantes qui sont comestibles, des arbustes comestibles, etc. Les herbes spontanées sont souvent les plus aptes à améliorer le sol. Si ça vous intéresse, les herbes sauvages, je vous conseille un bouquin qui est vraiment très bien, qui s'appelle « Les plantes bio-indicatrices ». En fait, quand on observe les plantes sur un terrain, on peut savoir comment est notre sol.
Parce que quand un terrain manque, quand on voit un terrain avec du chardon, beaucoup de chardon sur un terrain, ça veut dire que le sol manque de phosphore. Et comme par magie, le chardon est très riche en phosphore. En fait. Il débloque le phosphore pour les autres plantes. Quand on a un terrain compacté, on a des plantes qui vont décompacter le sol, qui poussent spontanément. Quand on a un sol chargé d'azote, on a certaines plantes qui poussent spontanément, qui vont permettre d'éliminer ce surplus d'azote. Quand on a un manque d'azote, on va avoir des plantes légumineuses qui vont être capables d'apporter de l'azote au sol. Donc juste en laissant faire la nature, en observant ces plantes-là, en ayant connaissance, on se rend compte que les plantes les plus efficaces pour améliorer notre sol, ce sont les plantes qui poussent toutes seules en fait. Et en plus, elles sont comestibles, elles sont médicinales, c'est génial, quoi. Ça pousse tout seul, c'est top, il faut juste s'y intéresser un petit peu. Et voilà. Les plantes bioindicatrices, c'est vraiment très très bien. Moi, ça me permet, quand je faisais des jardins chez les particuliers, d'aller chez une personne et de dire, voilà, ton sol, il est comme ci, comme ça, grâce aux plantes qu'on va pousser dessus, quoi. Et après, nous-mêmes sur les terrains, on voit les changements de végétation. Quand on a récupéré, on a un terrain sur Brasse. On a plein de terrains, mais on en a un sur Brasse. Et quand on l'a récupéré, en fait, il y avait 4 végétaux. Il y avait du chien-dent, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 4 potentilles, cardère et de la prêle. Voilà. Il y avait 4 plantes. Maintenant, je ne sais plus à combien on en est, mais hein, bon, on en a des soixantaines de plantes, en fait. Et du coup, la végétation change. En fait, vu que les plantes améliorent le sol, ça permet à d'autres plantes d'arriver. Par contre, si on fait tout le temps la même chose, on aura tout le temps les, entre guillemets, mauvaises herbes qui reviennent. Donc voilà, nous, on laisse faire les végétaux, la végétation change, et du coup, on a des nouveaux animaux qui viennent, des nouveaux insectes, et du coup, la biodiversité explose, en fait. Et un truc important sur la biodiversité, je vais en dire 2 mots, dans une terre labourée à nu, il n'y a quasiment pas de biodiversité, enfin, c'est très très peu. Quand on laisse les herbes rases, il y a un tout petit peu de biodiversité, c'est pas énorme. Par contre, dès qu'on laisse les herbes hautes, là, la biodiversité, elle explose en fait. Les coccinelles, elles ne peuvent pas nicher si elles n'ont pas des herbes mortes, des tiges creuses pour nicher. S'il n'y a pas d'ombre sur le sol, les animaux ne peuvent pas tenir en été. Quand il fait froid, s'il n'y a pas d'herbe, pareil, il n'y a pas de biodiversité. Donc c'est vrai que parfois ça choque les herbes hautes. Les gens qui viennent visiter notre jardin peuvent être surpris par la quantité d'herbes sauvages qu'on laisse. Même quand elles sont mortes, on les laisse, nous. Donc c'est vrai que ça peut surprendre les jardiniers qui aiment bien avoir un jardin carré. Mais en fait, si on s'intéresse à la biodiversité, ça change tout, quoi. Ça n'a rien à voir un terrain nettoyé propre, ce qu'on appelle propre, avec un terrain en friche. La biodiversité, mais elle est, j'ai pas compté, mais elle est beaucoup plus grande. Donc voilà. Donc voilà, ça peut surprendre pour les gens qui connaissent notre terrain ou qui viennent nous voir de voir toutes ces herbes. Mais en fait, déjà, elles sont comestibles, elles sont médicinales, elles améliorent le sol, elles apportent de la biodiversité. Voilà, c'est génial, la nature, elle fait tout très bien tout seul. Donc nous, on met quelques légumes au milieu et on est très content. Alors là, je vais prendre des chiffres sur l'agriculture industrielle, hein, la plus méchante, les villes. Non, c'est un jugement, c'est mal, c'est violent. Donc l'agriculture industrielle dépense entre 5 à 15 calories pour en produire une. Donc les calories, c'est une unité d'énergie. Donc l'énergie dépensée pour créer les tracteurs, pour amener du pétrole, pour utiliser ce pétrole et faire pousser une tomate. Donc il y a 15 calories dépensées pour en produire une seule. Elle dégrade les sols. Dans l'agriculture industrielle, les sols, on ne se dit pas l'année prochaine ça ira mieux, l'année d'après ça ira mieux, l'année d'après ça ira mieux. On se dit là ça va, l'année prochaine on mettra un peu plus d'engrais. Ça se dégrade d'année en année. Quand on étudie les sols, ils meurent, ils disparaissent de plus en plus. C'est ce qui se passe en agriculture industrielle. Il y a beaucoup de travail chaque saison. Chaque saison on laboure, on traite, on plante, on arrache, on récolte, on laboure, on traite, on plante, etc., etc. Et on produit énormément de gaz à effet de serre. En France, je n'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que grosso modo, c'est 30% des gaz à effet de serre en France sont émis par l'agriculture. Donc non seulement il y a tout le pétrole et les produits, la création des engrais qui produit des gaz à effet de serre, mais il y a également le fait de retourner le sol. Le sol est rempli d'humus. L'humus est fait avec du carbone, entre autres. Quand on laboure cette terre, tout ce carbone part dans l'atmosphère et on dégage, on perd de la fertilité qui est dans notre sol et on l'envoie dans l'atmosphère. Donc l'agriculture produit énormément de gaz à effet de serre. En permaculture, on essaye de dépenser 1 calorie pour en produire 15. C'est une moyenne, mais des fois on peut dépenser vraiment beaucoup moins. Moi maintenant, ça fait 5 ans que j'ai mis les premiers noyaux de prunes. Comme ça, je mange une prune, je mets le noyau par terre, je mets un peu de paille. Je ne fais plus rien du tout. Là, 5 ans après, on récolte énormément de fruits sur ces petites prunes. Donc voilà, j'ai dépensé, sur ces pruniers-là, j'ai dépensé peut-être 1 calorie d'énergie encore. Et là, par contre, maintenant, chaque année, je sais qu'il produira chaque année toujours plus. Jamais une seule goutte d'eau, jamais aucune taille, rien du tout. Et tout le monde m'a dit, mais tu plantes des noyaux, mais ça ne marche pas, les noyaux, il faut les greffer, les noyaux, ça va te faire des fruits sauvages, tout pas bon. Excellentes, les prunes, elles sont excellentes. Et on fait pareil sur les cerisiers, les pêchers, tous ces noyaux-là, on les plante, il y a très très peu d'énergie dépensée. Ça fait un pivot très profond qui est autonome, il n'y a pas besoin d'eau, pas besoin de travail, pas besoin de traitement, rien. Donc là, c'est beaucoup moins qu'une calorie, mais après, on fait aussi du potager. Là, le potager, on travaille un petit peu plus.
mais on essaye de travailler le moins possible. En permaculture, on aggrade les sols. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme en agriculture industrielle, où on se dit que ce ne sera pas mieux d'année en année, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se dit mais l'année prochaine, ce sera encore mieux, parce que les arbres poussent, la terre s'améliore. Et chaque année, c'est de mieux en mieux. Et on a un horizon sur le futur qui est très positif, en fait. On sait que c'est de mieux en mieux, quoi. Donc c'est vraiment, moi je trouve ça plaisant de savoir que ça va être mieux l'année prochaine, plutôt que de dire que ça va être pire, quoi. Il y a du travail, effectivement un peu de travail, mais surtout à l'implantation. Une fois que c'est en place, le plus gros du travail, une fois qu'une forêt comestible est en place, le plus gros du travail, c'est quelques petites tailles, mais très légères, des branches qui nous gênent. Et le plus gros du travail, en fait, c'est de récolter les fruits et de les consommer. Voilà, forêt comestible, il y a des exemples. Si vous avez Internet, je vous conseille d'aller voir les forêts comestibles à Moucron, en Belgique. Enfin, il y a plein d'exemples. Voilà, pour eux, le plus dur, c'est de récolter les fruits, en fait. Hein. Et nous, on voit que d'année en année, maintenant, on a de plus en plus de fruits sans aucun travail. Hein. Hop, j'ai zappé un truc. Et en plus, voilà, ça absorbe le CO2 et ça le stocke dans le sol. Les arbres, ils absorbent le CO2, ils gardent le C, donc le carbone, ils rejettent le O2, l'oxygène, généralement on aime bien nous, et ils mettent ça dans le sol. Et du coup, ils nous purifient l'air. Et en purifiant l'air, ils nous font de la richesse dans le sol. Donc, au lieu de dégager du CO2, non seulement ça ne dégage pas, mais en plus ça en capte et ça en remet dans le sol. Donc la permaculture, c'est une façon de penser. Je vais évoquer tout un tas de petites façons de penser. Donc travailler avec la nature et non contre elle. Donc l'exemple des herbes, voilà, que généralement... quand on arrache les herbes systématiquement, on travaille contre la nature qui essaye d'amener une forêt. Donc on essaye de plutôt utiliser la force des herbes pour travailler avec la nature. Le problème, c'est la solution. Donc souvent, quand on voit un problème, au lieu de se dire « oh là là, j'ai un problème, quelle catastrophe », on se dit « mais ce qui se passe là, c'est une ressource pour autre chose ». Quand on a beaucoup de ronces sur un terrain, ça pique, c'est embêtant, on ne peut pas marcher partout. Mais la ronce, ça produit énormément de biomasse, ça produit des fruits. On peut même, les jeunes pousses, les jeunes feuilles, on peut aussi les consommer. On appelle les ronces aussi les pépinières des forêts. Si on balance des noyaux dans des ronces, en fait, je vais vous expliquer comment avance une forêt en général. Donc la forêt est là, et pour se développer en général, elle fait d'abord des ronciers. Au bord des forêts, on voit des ronciers. On voit rarement des ronciers au milieu d'un champ. Généralement, c'est au bord d'une forêt, c'est comme ça que la forêt avance. Du coup, en fait, ça protège des animaux qui viendraient manger les petits arbres, ça fait de l'ombre, ça amène tout un tas de diversité. Donc voilà, nous, quand on a des ronces, c'est super pour planter j'ai planté des noyaux dans les ronces, directement, j'ai jeté dans les ronces et ça pousse. Et en fait, une fois que l'ombre est installée, au cœur de la forêt, il n'y a plus de ronces. Elles disparaissent, elles n'aiment pas l'ombre. Du coup, la forêt, c'est vraiment une ressource excellente, entre autres pour faire une forêt. Voilà, et pas que, hein, ça fait des fruits, etc. Et on essaye de faire la même chose pour tout, en fait. On ne voit pas tellement de problèmes. Chaque fois qu'on a un problème, on se dit, mais c'est sûrement la solution de notre truc. Faire le moindre changement pour le meilleur résultat possible. Donc on essaye de ne pas travailler trop dur pour faire des gros changements. Il y a des trucs très simples à faire qui ne demandent pas énormément d'efforts et qui nous permettent d'avoir des changements énormes. Là, je prends l'exemple des toilettes sèches, mais c'est juste un exemple parmi tant d'autres. On est quasiment peut-être tous au courant qu'il y a des problèmes d'eau potable. Enfin, moi, si vous n'êtes pas au courant, il y a des problèmes d'eau potable. C'est une énergie énorme pour créer cette eau potable. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait nos excréments dans cette eau potable. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est « Y a-t-il un avenir pour une société qui s'obstine à chier dans l'eau potable ?» On est très peu à le faire ça dans le monde et c'est absolument hallucinant. Et en plus, il y a un autre problème, c'est qu'on se dit que les terres se dégradent, on perd du sol, on a besoin d'acheter des engrais pour faire pousser des plantes. En ayant des toilettes sèches, on crée également, avec des techniques spéciales pour le compost, on crée de la fertilité. Donc non seulement on ne fait pas de pollution, parce qu'en plus les eaux qu'on rebalance, après elles partent dans les stations de phytoépuration qui ne s'en sortent pas et qui polluent les rivières. Donc non seulement on ne consomme pas de l'eau potable, on ne crée pas de pollution, mais en plus on crée de la richesse. Voilà, donc c'est un tout petit détail à mettre, c'est pas forcément possible partout. Si on est en ville au 5e étage, les toilettes sèches, c'est peut-être compliqué. Mais après on trouve des solutions, mais c'est peut-être compliqué. Mais en tout cas, voilà, dans plein d'endroits, en fait, le plus gros problème des toilettes sèches, c'est souvent le problème psychologique en fait. Hein. Donc là, c'est ces phrases que je vous cite, je vais en citer 5 ou 6, je ne sais plus exactement. Ce sont des phrases de Bill Mollison, on appelle ça les principes mollisoniens. Parce qu'il y a les principes de la permaculture qui ont été écrits par David Holmgren. Et là, c'est les principes écrits par Bill Mollison. La productivité d'un système est illimitée. Les seuls facteurs limitants sont l'information et l'imagination. Par exemple, la permaculture urbaine. Souvent, on s'imagine qu'en ville, on ne peut pas produire de nourriture. Mais il y a tout un tas d'exemples qui montrent qu'on peut produire beaucoup de nourriture en ville. On peut faire des abeilles en ville. Il y a tous les parcs qui sont uniquement de la pelouse et des arbres qui ne sont pas comme... À une époque, enfin, c'est sans doute encore valable maintenant, on conseille dans les parcs de ne pas planter de plantes comestibles pour pas que les gens viennent manger les fruits, en fait. Donc simplement en changeant ça, en mettant des arbres fruitiers, ça change énormément de choses. On fait des pelouses partout, on pourrait faire des carrés potagers pour les gens qui sont autour.
Moi j'ai vu, je ne l'ai pas vu en vrai, j'ai vu ça sur des photos, un plant de kiwi planté en bas de l'immeuble, le plant de kiwi grimpe et à chaque balcon il se marcotte et ainsi de suite. Du coup tout le côté de l'immeuble est rempli de kiwis et à chaque étage ça se marcotte. Il y a tous les toits où on peut récupérer de l'eau. Ce qui se développe beaucoup en ville, c'est l'aquaponie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'aquaponie. En récupérant le soleil, l'énergie solaire, en récupérant les eaux de pluie, on peut faire un système d'association de poissons et de plantes. Ça produit beaucoup de nourriture. Enfin, tout est possible. Souvent, les limites, en fait, elles sont dans nos têtes et le manque de connaissances. Un autre principe est que tout jardine, tout a un effet sur l'environnement. Quand on pense comme ça, on réfléchit à nos façons de faire les choses. Un ver de terre jardine, une poule elle jardine, elle gratte la terre, elle donne des engrais. Un oiseau jardine. Nous maintenant les noyaux, le prune, donc on en a planté pas mal il y a 5 ans. On plante plus de noyaux de prune, je pense que ça fait peut-être 2 ans que j'ai pas mis, si on en a remis cette année, mince. Bon, ça faisait 2 ans que j'avais pas mis de noyaux de prune sur le terrain. Mais en fait le fait d'avoir des pruniers qui font des fruits, les oiseaux viennent, ils mangent les prunes et c'est eux qui font le travail, ils jardinent en fait. Ils plantent des pruniers à notre place. Donc on a des surprises chaque année, des pruniers qui poussent tout seuls sans qu'on ait même pas une calorie d'énergie du début, on l'a même pas quoi. Quand on installe une maison, la maison en fait elle jardine parce qu'on a un côté sud de la maison où il y aura un certain climat, on a un côté nord qui aura un autre climat. Donc voilà, tout ce qu'on fait jardine en fait. Voilà. Alors voilà, ça c'est les buts de culture quand je faisais du maraîchage commercial. Alors j'ai arrêté le maraîchage commercial parce que j'étais vraiment très nul en vente en fait. Donc, je produisais des légumes, après les vendre ça m'intéressait pas du tout. Je disais aux gens, mais prenez mes tomates, vous gardez les graines, vous les replantez, vous aurez des tomates l'année prochaine. Et du coup, à mon avis, c'est pas très commercial, hein, c'est pas bon. Et s'ils sont revenus pour apprendre à faire pousser les tomates, c'est malin. Non mais en fait, voilà, moi la vente, ça m'intéressait pas forcément. Ce qui me plaît, c'est d'apprendre aux gens à jardiner, à devenir eux-mêmes autonomes. Donc c'est ça qui me plaît, c'est ça que je fais. Donc bref, quand je faisais le maraîchage commercial, mon potager, ma culture sur but ressemblait à ça. C'est assez différent de la plupart des jardins maraîchers que l'on voit, c'est-à-dire que tout était mélangé, très diversifié. Donc, je vais lire la petite phrase qui est marquée. La diversité et la complexité sont garantes de la résilience et de la productivité. Alors résilience, je fais une petite définition vite fait pour ceux qui savent pas c'est quoi. C'est la capacité d'un système à résister à un changement extérieur, surprise, qu'on n'attendait pas. Bon, on peut pinailler sur la définition, mais grosso modo c'est ça. Du coup, si on fait qu'une monoculture de cerises, je dis n'importe quoi, avec on a des fleurs de cerisier qui a un gel tardif, on aura 0 cerise, du coup on aura 0 récolte. Si nos cerisiers sont mélangés aux tomates, aux pruniers, autre chose, eh ben, si les cerisiers prennent un gel tardif, on aura quand même les tomates, les courges, les maïs et tout le reste. Donc voilà, le fait d'avoir une grande diversité nous permet d'avoir une meilleure résilience aux changements possibles. Là, il y a des problèmes de sécheresse. Enfin, cette année, c'était très sec. On a eu des plantes qui ont mal poussé, mais on avait d'autres plantes adaptées à la sécheresse qui ont très bien poussé. Donc, on mélange tout. Et voilà, on voit aussi qu'on associe les éléments ensemble. On ne met pas le jardin, comment on dit, joli là, jardin d'ornement. On ne le sépare pas forcément du potager, on les mélange en fait. Et du coup, ça va attirer tout un tas d'insectes qui vont protéger le potager. Et puis voilà, on mélange. Dans un système, donc ça je l'ai déjà dit, dans un système permaculturel, chaque élément est envisagé en relation avec les autres. J'ai remis ça juste pour vous montrer comment je m'occupais de mes tomates, ou même encore, je m'occupe souvent de mes tomates. C'est-à-dire que là, on les voit les tomates, il y a des tomates qui poussent. Alors souvent, quand on cultive des tomates, on met des tuteurs et on est obligé de les attacher, de les lier. Moi, je plante des hippomées au pied des tomates. Les hippomées en grimpant, c'est des lianes grimpantes. Elles grimpent comme ça. Et c'est elles qui attachent mes tomates au piquet. Du coup, j'ai pas énormément de travail. En plus, j'ai des jolies fleurs dans mes tomates. Ça marche très bien. On peut remplacer les hippomées par des haricots grimpants. Le haricot grimpant, il va faire la même chose. Et en plus, il va capter l'azote de l'atmosphère et il va le donner aux tomates. Voilà, il y a tout un tas de réflexions qu'on peut avoir en associant des plantes pour que ça marche mieux. En fait, ça nous donne moins de travail, ça marche mieux, c'est plus joli. Il n'y a plus qu'à faire, quoi. Alors c'est encore un peu la même idée, mais je change les phrases pour feinter. Créer un maximum de ponts entre les différents éléments d'un système. Donc là, ce que j'ai mis derrière, c'est un système, peut-être certains d'entre vous connaissent, la milpa, qui est très utilisée en Amérique du Sud. C'est l'association donc, de courges, maïs, haricots. En gros, le maïs, c'est une plante haute. Le haricot grimpant va grimper sur le maïs. Donc le maïs servira de support au haricot. Le haricot apporte de l'azote. Et au pied, on a des courges qui couvrent le sol et qui maintiennent le sol au frais. Voilà. Et du coup, cette association de plantes est extrêmement productive. Selon Claude Bourguignon, qui est assez connu, c'est ce qu'il y a de plus productif en plantes annuelles. En fait, la milpa, on appelle ça aussi les 3 sœurs en France. C'est extrêmement productif. En plus, au niveau de l'alimentation, on peut survivre avec cette alimentation-là, c'est-à-dire haricots, courges, maïs. On a de l'alimentation. Il y a pas mal d'endroits où on vit grâce à ces 3 plantes-là extrêmement productives.
Donc c'est très productif. On peut se demander, mais alors si c'est si génial, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça partout? Ben en fait, c'est parce que ce n'est pas mécanisable. On ne peut pas passer avec une machine à récolter tout le maïs. On ne peut pas passer avec une machine à récolter tous les haricots ou toutes les courges. On est obligé d'y aller à la main et de récolter à la main. Donc ça veut dire qu'il faut remettre du monde dans les champs pour faire fonctionner ça. Donc c'est extrêmement productif à l'hectare. Mais par contre, un seul agriculteur ne peut pas faire 100 hectares de ça, quoi. C'est pas possible. Et après, on peut l'adapter. Donc là, c'est ce que je fais aussi souvent comme mélange. Mais moi, j'y rajoute devant, on voit une petite plante un peu rouge, c'est du ricin. Moi, j'ai beaucoup de campagnols sur un de mes terrains. Et du coup, le ricin, bah, c'est joli déjà. Et en plus, ça chasse, ça repousse un petit peu les campagnols. Vous voyez, les campagnols sont des rongeurs sous terre qui mangent un petit peu les racines, qui aèrent le sol, qui ont tout un tas d'utilités aussi. Mais en tout cas, moi, j'aime pas trop qu'ils mangent les racines de mes plantes, donc je mets du ricin à cet endroit-là, et puis ils vont un peu plus loin, c'est parfait. Ricin. Ouais. Voilà, il y a un autre principe extrêmement qui me plaît beaucoup en fait, qui est que chaque élément remplit plusieurs fonctions. Et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Donc je vais m'expliquer un petit peu parce que ça peut paraître flou. Disons que quand on plante un cerisier par exemple, souvent on se dit j'ai planté un cerisier, je vais avoir des cerises. C'est la façon classique de penser, on va dire. Mais en fait, si on se dit que cet élément il a plusieurs fonctions, donc on se dit je plante un cerisier, ben, il va me faire du feuillage pour me faire du mulch, de la couverture pour mon sol. Il va me faire donc des cerises, il va me faire du petit bois pour allumer le barbecue, la cheminée. Il va me faire de l'ombre. Si j'ai des poules, les poules en plein été, elles ont besoin d'ombre. Donc on met un cerisier, il apporte de l'ombre. Et en fait, chaque élément a plusieurs fonctions. Donc on essaye d'en prendre compte, de les considérer et de les utiliser, toutes ces fonctions. Et l'autre truc, c'est que chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Alors en gros, si mon alimentation dépend de mon potager, si j'ai un énorme problème au potager, je n'ai plus d'alimentation. Alors donc l'idée, c'est que mon alimentation dépend de mon potager, elle dépend un petit peu de ma forêt comestible, un petit peu de mes poules, un petit peu de mon voisin qui fait aussi du maraîchage et avec qui j'ai de bonnes relations grâce à la communication non violente. Voilà. Du coup, voilà, si chaque élément est rempli de plusieurs fonctions, ben on est beaucoup plus résilient, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Et je vais terminer rapidement avec les nuisibles. Je vais juste terminer avec les nuisibles, comme ça après on aura le temps de... Je ne sais pas du tout à quelle heure j'ai commencé, quelle heure je fais. Donc les nuisibles, souvent on classe ces animaux nuisibles et utiles, donc les vilains nuisibles. Et en fait, quand on s'intéresse également à ces nuisibles, entre guillemets, on se rend compte qu'ils sont extrêmement utiles en fait. La limace, c'est sûrement l'animal le plus mal aimé de la région peut-être. Je n'ai pas fait vraiment d'études sur le sujet. Mais en tout cas, généralement, les gens n'aiment pas trop les limaces, hein. Je ne sais pas pourquoi. Alors que les limaces, elles ont tout un tas d'utilités. Effectivement, elles grignotent un petit peu notre jeune plantule, c'est vrai. Mais par contre, elles créent beaucoup d'humus, elles enrichissent le sol, elles évitent la propagation des maladies. Généralement, elles préfèrent se nourrir des feuilles malades. Donc quand on a un plant avec du mildiou, de l'oïdium, la limace va préférer se nourrir de cette plante malade. Et en fait, cette maladie, ce pathogène, quand il passe dans l'intestin de la limace, il est détruit. Du coup, elles évitent les propagations de ces maladies. On met souvent toutes les limaces dans le même panier. Limace, c'est une limace. Mais en fait, chaque limace a un mode d'alimentation complètement différent. Il y a des limaces qui passent beaucoup plus de temps à manger d'autres limaces. Dans notre région, on a des escargots qui se sont protégés. Donc à chaque fois qu'on utilise les granulés bleus, même bio ou pas bio, on tue tous ces animaux. Et du coup, on a chaque année, normalement c'est quasiment systématique, c'est que chaque année on a les mêmes problèmes de limaces qui reviennent chaque année, ça n'en termine pas. Alors que si on laisse ces limaces, nous notre façon de faire c'est qu'on plante des salades pour nous, pour les limaces, pour les graines. Et du coup le fait de nourrir nos limaces, elles sont bien grasses, elles vont bien, super. Si vous voulez on peut vous en donner. Le fait d'avoir ces limaces, en fait, ça va permettre aux prédateurs des limaces de s'installer. C'est-à-dire qu'il y a le carabe qui mange énormément de limaces, il y a les orvets qui mangent des limaces, il y a les corbeaux, n'importe quoi, crapauds qui mangent des limaces. Peut-être les corbeaux, j'en sais rien. Mais... Ouais, je me suis un peu emballé là. Et du coup, si on tue les limaces, on n'aura jamais les prédateurs qui pourront s'installer. C'est la même chose pour les pucerons. Si on détruit les pucerons à chaque fois qu'ils arrivent, eh ben, on n'aura jamais de coccinelles qui pourront s'installer sur notre terrain. Les coccinelles, elles ont besoin de pucerons. Surtout la coccinelle à 7 points, elle mange des pucerons. Si elle n'a pas ces pucerons, elle ne s'installera pas. Du coup, l'année prochaine, on aura d'autres problèmes de pucerons et ça ne s'arrête jamais en fait. Par contre, si on laisse la diversité, qu'on ne traite pas, qu'on prend bien soin de ces pucerons, on aura de suite, ça peut prendre une saison ou deux, mais après on aura un système qui se mettra en place, on n'aura plus jamais de problème de pucerons. Moi je me rappelle, j'étais allé dans une pépinière pour prendre des plantes, on m'avait donné des plantes, c'était de la verveine infestée de pucerons, on me les avait données parce que comme c'était infesté de pucerons, c'était quasiment foutu. Je les ai juste mis dans mon jardin, 2 jours après il n'y avait plus un seul puceron sur les plantes. Le fait d'avoir un énorme écosystème, ça permet de ne pas avoir de problème. Et en plus, voilà, ces pucerons, il faut les considérer comme des amis qui vont nourrir les coccinelles.
plutôt que de les considérer comme des ennemis à détruire. En général, en permaculture, au lieu d'essayer d'éliminer des espèces, ce qu'on fait quasiment tout le temps en agriculture, même en biologique, on essaye d'éliminer un nuisible. Nous, en permaculture, on essaye de favoriser la diversité dans son ensemble, donc on essaye d'augmenter la biodiversité. Quand on a des pucerons, c'est super, quand on a des limaces, c'est super, et pourvu qu'on ait d'autres animaux qui viennent. Souvent ici, les gens ont des problèmes, estiment avoir des problèmes avec les oiseaux qui mangent les fruits, les cerises, tout ça. On met des filets, on tire au fusil en cachette, il y a tout un tas de techniques. En fait, les arbres fruitiers et ces oiseaux, le jet par exemple, vivent en symbiose en fait. C'est-à-dire que le fruitier, pour se reproduire et disperser ses noyaux, il utilise le jet qui prend les noyaux et qui va les semer un petit peu plus loin. Et pendant les périodes où il n'y a pas de fruits à manger, il y a tout un tas de chenilles, de carpocapes, de bestioles qui attaquent les fruitiers. Mais le jet, il ne mange pas que des fruits, il déparasite en fait l'arbre fruitier. Donc ils sont en symbiose ces deux-là. Et nous, pour protéger quelques fruits, on détruit cette symbiose et on est en lutte. Donc moi, ma technique, ce qu'on a fait, qui marche très très bien, c'est-à-dire que les premières années, nos fameux pruniers dont je vous parlais, il n'y avait pas beaucoup de prunes, ils mangeaient tout, deuxième année, ils mangeaient tout, troisième année, tout. Donc chaque fois qu'ils mangeaient tout, on met des nouveaux pruniers. Et au bout d'un moment, les geais, par exemple, ils ont des territoires, ils ne vivent pas en meute, ils sont par territoire. Du coup, quand il y a suffisamment de fruits à partager avec les geais, voilà, nous on a suffisamment de fruits, les geais ont des fruits, ils font le travail, pas besoin de traitement pour tuer les chenilles dans les arbres. Donc voilà, en fait c'est une autre façon d'envisager les choses. Les campagnols, j'en ai parlé un petit peu, donc effectivement, à certains endroits, je mets du ricin pour les repousser, mais les campagnols, ils aèrent le sol. Aux États-Unis, ils ont un autre problème avec un truc un peu plus gros que le campagnol, c'est le chien de prairie. C'est une marmotte campagnole. Et du coup, ils avaient étudié que dans les champs de maïs, ce chien de prairie créait une perte de récolte de 10%, parce qu'il faisait des galeries, il mangeait un petit peu les racines. Du coup, il y avait une perte de rendement de 10%. Du coup, pour récupérer leurs 10% qu'ils méritaient, soi-disant, ils ont empoisonné ces chiens de prairie. Et en fait, du coup, les chiens de prairie ne faisaient plus de galeries. Le sol se compactait, quand il pleuvait, il y avait de l'érosion parce que l'eau ne pouvait plus pénétrer, et du coup ils avaient des pertes de rendement de 30%. Du coup ils ont arrêté d'empoisonner ces campagnols et ils ont laissé faire. Voilà. Donc parfois on a tout intérêt à laisser un pourcentage à la nature. Elle était là avant nous, elle a bien mérité. Moi je suis content cette année, on voyait le jet qui venait nous prendre les prunes une par une, mais il y en avait encore plein, et il y en avait encore plein pour nous. Hein. On était contents, non, on était contents. Voilà, je vais terminer comme ça. Si vous avez des questions, je ne sais pas si j'entendrai au fond, peut-être. En tout cas, je reformulerai la question, parce que j'imagine que tout le monde n'entendra pas, et puis j'essaie d'y répondre, si ça vous dit. Pareil, si vous avez des questions pour les colibris, tu voudras répondre. Bon, moi, ces fourmis, j'ai jamais eu trop de problèmes, donc j'ai pas eu trop à me poser la question sur les fourmis. Je sais qu'il y a de la tanésie, qui est une plante qui pousse très très bien, aromatique, et une super plante, qui calme un petit peu les fourmis. La tanésie. Voilà, après les fourmis, moi j'ai pas trop de problèmes, j'ai pas vraiment de solution géniale pour les fourmis. J'ai jamais trop eu de ce problème-là. Voilà, la tanésie, en tout cas, je sais que ça marche bien. Le thym, je savais pas. Tanésie. De mettre dans le trou, dans les fourmilières, mettre du thym, romarin, petite branche dans la fourmilière. Elles vont un petit peu plus loin. J'ai travaillé pendant des années en jardinerie. Et du coup, pour faire du jardinage écolo, on vendait des larves de coccinelle pour lutter contre les pucerons. Bon, déjà, une fois qu'il n'y avait plus de pucerons, elles partaient ailleurs. Et du coup, effectivement, il y a de plus en plus de ces coccinelles qui sont installées et de plus en plus nombreuses et qui mangent nos coccinelles, etc. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Moi, ma façon de faire, en tout cas, voilà. Je ne vais pas parler au nom de la permaculture parce que chacun réagit de façon différente. Moi, ma façon de penser par rapport à tout ça, c'est que si on a une grosse diversité dans notre jardin, c'est pas forcément des problèmes. Il y a toujours eu depuis tout le temps des changements d'animaux dans certaines régions. Je sais qu'ici, par exemple, il y a le dorifort qui est considéré comme un nuisible qui vient d'Amérique. Et soi-disant, il n'y aurait pas de prédateurs pour le dorifort. Mais en fait, il y a des sauterelles qui mangent le dorifort. Donc voilà, pour moi, les coccinelles, en laissant faire la nature, en ayant une grosse biodiversité, c'est pas un problème. Moi, j'ai pas constaté de problème d'invasion de coccinelles dans mon jardin. Voilà, je pense que la solution, si on veut pas être en lutte, moi, j'ai pas envie d'être en lutte avec, même si elles n'ont pas leur papier français. Je comprends très bien je comprends très bien le problème. Je ne suis pas en lutte, je suis prêt à accepter les changements. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, c'est ma façon de faire, donc je ne parle pas au nom de personne d'autre que moi-même. Hein. Moi, ma façon de faire, c'est de favoriser la biodiversité, et ces coccinelles-là, elles sont là, je ne vais pas me mettre en lutte biologique contre ces coccinelles. Déjà, j'y arriverai pas. Avec les changements climatiques, il faut savoir qu'il y a de plus en plus, avec le réchauffement, bon, on peut y croire, on ne peut pas y croire. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus d'animaux qui arrivent du sud, et on ne va pas pouvoir mettre des murs et se protéger de tous ces animaux. Donc ma vision à moi, c'est de les accepter et de favoriser la biodiversité dans son ensemble. C'est ma réponse, elle vaut ce qu'elle vaut.
de civet, voilà. Bon. Alors moi, pareil, quand on a récupéré le terrain, on avait pas mal de sangliers qui venaient nous arracher nos petits arbres, qui venaient nous défoncer le potager. Donc notre solution a été juste de mettre une petite clôture fine autour du potager. S'ils voulaient, ils pourraient la défoncer, mais ils sont plus venus, ils font le tour en fait. Ouais, en fait, ça dépend. Moi, je parle de mon cas. Je sais qu'il y a d'autres endroits où ils ont tout défoncé, les sangliers. Bon, c'est un problème assez complexe. En fait, le problème, c'est qu'on a remplacé les sangliers sauvages. Et surtout qu'on a croisé ça avec des porcs, voilà, des cochons, des truies, pour qu'ils fassent... Au lieu de faire une portée de un petit par an, maintenant, vu que c'est croisé avec des truies, ils font plusieurs portées de 6. Donc, voilà. Donc maintenant, c'est vrai qu'on est tombé sur un problème. Enfin, moi, j'ai juste mis une petite clôture. Après, il y a des techniques de culture sur but, peut-être que je peux en parler rapidement. Pour ceux en général, les sangliers, ils se déplacent avec la truffe au sol, le groin. La truffe, c'est le champignon, le groin. Le groin, la truffe, non. Le nez par terre. Et c'est comme ça qu'ils se déplacent. Donc on a des amis chez qui on a installé des cultures sur but, mais on les a coffrés avec des planches de coffrage sur 2 épaisseurs, donc 40 cm. Il n'y a pas de clôture autour du jardin. Les sangliers viennent encore dans le jardin, mais comme ils sont tout le temps le groin par terre, en fait, ils ne montent pas dans la butte. Donc on a des endroits où ça marche très bien, juste un coffrage autour de la zone de culture en bois de palette. Alors là, la question, c'est on me demande quelle est la différence entre la culture sur but et les lasagnes. Quelle est la différence, l'intérêt? Alors pour moi, la culture en lasagne est une sorte de butte. C'est une butte qui n'est pas pérenne, c'est-à-dire qu'elle diminue d'année en année. Donc, soit on veut garder cette forme de butte, on est obligé de rajouter de la matière organique chaque année. Mais pour moi, c'est une technique de culture sur butte. Non, il y a des buttes pérennes qui sont faites 100% avec la terre du terrain où on n'a plus rien à faire. Les cultures sur butte, souvent on dit la culture sur butte, mais il y en a énormément de techniques de butte différentes. La lasagne, c'est une technique de butte. Il y a des techniques où on met du bois au cœur de la butte. Il y a des techniques où on utilise uniquement la terre. Et chacune de ces techniques a des avantages et des inconvénients. Donc, la culture en lasagne, c'est extrêmement productif de suite. Ça nourrit beaucoup de vers de terre, ça chauffe, ça produit très très vite de suite. Par contre, ça diminue, ça disparaît. Donc, c'est avantage, inconvénient. Mais chaque butte a ses avantages et ses inconvénients. Donc, pour moi, la lasagne, c'est une butte particulière. Donc là, la question, c'est est-ce qu'il y a des techniques de butte adaptées à certaines plantes plutôt qu'à d'autres, etc. Je dirais plutôt qu'il y a plutôt des buttes adaptées au contexte plutôt qu'aux plantes. Généralement, sur une butte, on peut quasiment tout planter. Bon, grosso modo, hein. Mais c'est surtout selon le contexte. Si on a un terrain humide, on aura plutôt tendance à avoir des buttes qui vont bien drainer, qui vont capter un maximum de soleil. Si on est plutôt en terrain sec, on va faire un système de butte qui va garder l'eau. Voilà. Selon les matériaux que l'on a aussi autour de nous, si on n'a pas de bois autour de nous, c'est peut-être galère de ramener du bois. En fait, il faut s'adapter au contexte. C'est plutôt une question de contexte que de plantes à cultiver dessus. Alors moi, ma technique qui fonctionne le mieux, il y a plusieurs techniques bonnes, mais celle qui fonctionne le mieux, en fait, c'est pas une technique sur butte, c'est une culture à plat. Parce que la butte, ça a plein d'avantages, mais ça a aussi l'inconvénient d'évaporer un petit peu d'eau. Après, il y a d'autres. Moi, j'ai pas de bois chez moi. Si j'avais beaucoup de bois sur mon terrain, en incorporant du bois, pas du bois dur, du bois mou, souple, qui se dégrade au cœur de la butte, il garde de l'eau. Donc ça, c'est une technique excellente pour garder l'eau. Mais moi, ma technique que je fais le plus souvent pour pas avoir arrosé, c'est une zone à plat. Je passe un petit coup de grelinette la première fois. Grelinette, c'est une fourche avec des dents qui décompacte le sol sans le retourner. Et je mets 20 cm de paille par-dessus. Et surtout, ce qui marche très très bien, c'est que je sélectionne des plantes adaptées à la sécheresse. Voilà. Mais du coup, moi, normalement, quand tout va bien, j'arrose une dernière fois en juin et j'arrose plus jusqu'à mai prochain. Si tout va bien. Cette année, tous les 3 semaines, j'arrosais. Alors, les tomates, ça a besoin d'eau, oui et non. Il y a des variétés adaptées à la sécheresse. Premièrement, moi je les adapte à la sécheresse, donc elles deviennent de plus en plus résistantes à la sécheresse. Ce que je fais, c'est quand je prends mon petit godet de tomates, les racines elles tournent en rond dans le godet. Donc là, elles sont totalement dépendantes de mon eau. Au bout de quelques jours, le godet est sec, elles ont soif. Donc une fois que les racines sont bien plantées, un truc tout bête, quand on arrose, au lieu de mettre un petit peu d'eau, il vaut mieux arroser une bonne fois pour toutes pour que ça descende profondément et que les racines descendent profondément. Une fois que les racines sont descendues profondément dans la terre, je mets 20 cm de paillage, ça fait ça de paillage. Souvent, quand on paille, on a tendance à mettre une petite couche de paillage. Ça ne marche pas. Je mets 20 cm de paillage et j'arrose plus du tout. Il se peut qu'il y ait quelques tomates qui ne marchent pas bien, mais celles-là, je ne garde pas les graines, je les oublie. Je marque celles qui fonctionnent bien. Et d'année en année, là, mes tomates, normalement, je n'arrose pas l'été, quoi. Et j'ai tout un tas de variétés. On a un catalogue de semences avec tout un tas de variétés qu'on a sélectionnées pour résister à très peu d'eau. Et on ne fait jamais de traitement, donc elles sont aussi résistantes aux maladies.
Il faut avoir un peu de patience. Effectivement, on me dit que c'est de la question de patience, que c'est effectivement, si une sélection, c'est assez long à faire. Donc déjà, on peut partir sur tout un tas de gens qui ont déjà fait ces sélections. Donc il y a nous qui avons fait ces sélections, il y a quelqu'un qui s'appelle Pascal Pot qui fait également ces sélections résistantes à la sécheresse depuis pas mal de temps. Et après, on peut faire un coin sélection, amélioration de variété et un coin rendement de suite. On peut très bien arroser un coin, où on va se faire la production, mais en prévoyant l'avenir, je prévois mes tomates résistantes à la sécheresse. On peut mélanger plein de choses différentes. Quel pourrait être l'inconvénient des buttes pérennes? Alors, tout un tas d'inconvénients. En fait, ici, c'est très sec. On est plutôt en zone sèche, on va dire. On va dire ça, dans bien d'endroits. Et du coup, une zone à plat a moins de contact avec l'air qu'une culture sur butte a plus de contact avec l'air. Ça va? Ouais. Et du coup, en fait, l'eau et l'air, ça se mélange. Du coup, plus on a de contact avec l'air, plus on a un paillage égal, plus on aura d'évaporation. Donc, moi, j'ai vu tout un tas de cultures sur butte qui séchaient beaucoup plus vite que des zones à plat. Ça peut être un des inconvénients. Alors là, la question, c'est quelle est la première chose à faire quand on veut démarrer la permaculture? Faire un stage avec nous. Pour moi, la première, il y aura des réponses différentes selon les personnes qui te répondent, mais pour moi, la première chose à faire, si on peut, c'est observer ce qui se passe sur le terrain naturellement. La nature, elle va vers quelque chose. Si on l'observe et qu'on essaye de l'accompagner, c'est beaucoup plus facile que si on va dans une autre direction. Donc, pour moi, la première chose à faire, c'est de prendre le temps d'observer, de voir ce qui se passe spontanément, les plantes qui poussent spontanément, lesquelles sont comestibles, lesquelles font quoi. Voilà. Pour moi, la première chose à faire, c'est l'observation. Ça répond peut-être pas à ce que tu aurais voulu que je dise. Alors maintenant, la question, c'est pratiquement qu'est-ce qu'on fait? En fait, ça dépendra de ce que tu auras observé. Je ne peux pas te dire, tu vas faire ci ou ça. C'est le résultat de ton observation qui va te dire ce que tu vas faire. Moi, sans avoir vu ton terrain, je ne peux pas te dire ce que tu devras faire. C'est toi-même, avec ta propre conscience, en ayant observé ce que tu auras observé, qui apportera ta propre réponse. C'est sûrement pas la réponse que tu as. Mais je ne peux pas te dire, il faut que tu fasses ça, que tu mettes ceci, cela. En fait, la permaculture, ce n'est pas une recette qu'on essaye d'appliquer partout. C'est en fait une observation de chaque contexte et on essaye de réfléchir au mieux quelle est la meilleure solution pour ce contexte-là. Donc la première chose à faire, c'est observer, en tirer des conclusions et essayer de faire au mieux. Et faire des erreurs, l'erreur, c'est pas grave. C'est à partir Il y a une phrase qui dit que l'erreur n'existe pas, c'est le point à partir duquel on commence à apprendre. Voilà. Quand on a fait une erreur, on se dit ok, j'ai fait une erreur et on apprend comme ça. Alors il y a plein de techniques qui sont utilisées depuis très longtemps, qui sont très efficaces. Donc la question c'était pour la culture des oliviers, qu'est-ce qu'on peut faire de façon perma. Alors bon, il y a tout un tas de réponses possibles. Déjà, bon, un truc qui est utilisé depuis très longtemps, c'est la culture de la fève associée à l'olivier. Donc la culture de la fève, on la récolte, on va dire qu'on la récolte en juin, ça dépend un peu de la région. On la récolte à un moment donné où on n'a pas besoin d'aller dans les oliviers. Les oliviers, c'est en automne. Donc, en automne, les fèves ont terminé leur fructification. Donc on a associé déjà deux cultures. La fève, c'est une légumineuse qui apporte l'azote, qui va apporter de l'engrais à notre olivier. Voilà. Et ce sont deux cultures qui n'ont pas du tout besoin d'eau. Donc ça a été très souvent utilisé, c'est le compagnonnage de ces deux plantes, fève et olivier, qui n'ont pas besoin d'eau, et la fève apporte de l'engrais à l'olivier, et on a plusieurs récoltes. Après, le problème des oliveraies, c'est que souvent c'est des monocultures, du coup quand on a un problème, ils se propagent. Donc, une fois que c'est en place, on ne va pas arracher les oliviers, quoi qu'on pourrait, mais on ne va peut-être pas le faire, c'est vieux, c'est beau, etc. Mais avant de le mettre en place, c'est bien de ne pas mettre que des oliviers, d'associer peut-être des amandiers, tout un tas de plantes qui vivent dans le même contexte que les oliviers. Et du coup, si on a un problème sur les oliviers une année, on n'a pas... Chez moi, j'ai quelques oliviers, pour répondre un peu différemment à la question. Sur ces oliviers, je fais grimper des vignes. Ça n'a pas besoin d'eau. Voilà. Au lieu d'avoir des champs de vignes en boule quelque part et des oliviers ensemble quelque part, moi j'ai mes vignes au pied de l'olivier. Ça dépend desquelles, mais on va dire à 50 cm de l'olivier, je plante une vigne. La vigne grimpe sur l'olivier, donc j'ai encore une récolte en plus. Associer ça aux fèves, peut-être en rajoutant une mare et des libellules qui vont se balader et éliminer les prédateurs. Une mare, en fait, ça attire énormément de biodiversité. Bon. Après, la mare et les oliviers, il faut voir. Mais en tout cas, voilà, ça permet de déparasiter. Donc pour moi, la solution, ça serait aussi de laisser les herbes sauvages. Dans bien des cas, j'essaie de donner des conseils un petit peu partout, dans bien des cas, quand je vais dans un verger où on me dit j'ai un problème de pucerons élevés dans les arbres, peut-être que vous connaissez ça, les fourmis qui élèvent des pucerons dans les arbres, dans la plupart des cas des maladies, c'est souvent qu'il n'y a aucune biodiversité dans ces champs, c'est-à-dire qu'on fauche les herbes. Du coup, il n'y a pas de biodiversité, il n'y a aucun moyen à la nature d'être résiliente par rapport à ce qui se passe. Moi, mon conseil, ce serait aussi de laisser de la place à la faune sauvage spontanée. Donc voilà, de la vigne, des fèves, de la faune sauvage spontanée, peut-être une mare, et voilà.
Ça dépend. Pourquoi? Après, si, ça dépend du contexte en fait. Mais on n'a pas besoin. La vigne n'a pas besoin qu'on la taille en tout cas. Nous, on en a peut-être besoin de la tailler pour récolter les fruits, mais la vigne, elle n'a pas besoin qu'on la taille. Elle va donner des fruits si on la taille pas. Elle donnera des fruits si on la taille pas. C'est comme ça qu'elle fait depuis tout le temps. Moi, là où j'habitais avant, à Soilies-Espon, j'avais un pied de vigne qui était énorme, qui montait sur l'étage suivant, et j'avais des récoltes étalées. En fait, quand on fait du vin, on veut que la récolte arrive aussi au même moment. Du coup, on n'a pas intérêt à avoir des espaces entre les vignes et d'avoir des récoltes séparées. Donc c'est très efficace en fait de ne pas tailler ces vignes. On a quand même du raisin et en plus la récolte est étalée. Pour nous, c'est plus intéressant que d'avoir une petite boule de vigne. Alors un bébé noyer qui s'installe dans un potager, qu'est-ce qu'on a fait? Il faut le garder ou pas? Voilà, souvent ce qu'on dit, c'est que sous les noyers, il n'y a rien qui pousse. Ça, c'est souvent ce qu'on dit, vous avez peut-être entendu ça, sous le noyer, il n'y a rien qui pousse. Eh ben, en fait, ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faudrait formuler la chose, c'est plutôt que sous un noyer, tout ne pousse pas. C'est un peu différent. On va voir, moi je suis allé voir plein de fois les noyers un petit peu spontanément, je ne suis pas allé planter quoi que ce soit. Sous les noyers, on peut trouver des pissenlits, on peut trouver tout un tas de plantes qui poussent. Donc déjà, on ne peut pas dire que sous un noyer, rien ne pousse. Voilà. Et après, il y a des expériences qui ont été faites sous les noyers. Et en fait, la pomme de terre marche très bien sous les noyers. Le blé, on fait de plus en plus de cultures associations, noyer, blé. Il y a tout un tas de choses qui poussent sous le noyer. Moi, j'ai planté des noyers dans mes parties potagères. Il y a plein, en fait, ça peut être un avantage. Ça va limiter la croissance de certaines plantes, mais il y en a tout un tas d'autres qui vont mieux pousser sous le noyer du fait de l'écartement des autres espèces. La pomme de terre marche mieux sous le noyer. Parce que le noyer, en fait, il émet une substance qui est la juglone qui inhibe la croissance de certaines plantes. Alors moi, comment j'aborde les semis? C'est une question vague. C'est pas des serres, du chauffage Ben, moi, pas de chauffage. Après, il y a des pas de chauffage électrique, charbon, que j'estime ne pas respecter la terre, comme on avait dit dans mon éthique. En fait, j'ai mon filtre éthique, donc j'essaye de faire en sorte de respecter mon éthique. Du coup, quand je chauffe mes semis, c'est parce qu'en fait, il y a des techniques de compostage qui chauffent en fait. Donc, je fais un petit compost qui va chauffer mon petit châssis, et ça va chauffer le châssis, ça va faire pousser mes semis. Après, les semis, chaque espèce a des besoins différents. Donc, de manière générale, ici, on utilise des serres froides. Pour la plupart des semis, après il y a des semis directs. En fait, c'est vraiment une question très très vague. Il faudrait presque une question pour chaque variété. Mais en gros, nous, on n'utilise pas d'énergie qu'on estime polluante. Ça répond ou pas du tout, moyen? Par exemple, aux tomates. Par exemple, ma tomate. Moi, j'attends, on va dire, fin mars. Dans ma serre froide, je plante des tomates. Elles poussent. Non, dans des godets, pardon. Dans des petits godets, ou alors dans des caissettes avec de la terre et plein de tomates semées là-dedans. Si c'est comme ça, je les repique plus tard. Et après, ici, j'attends que le 15 mai soit largement passé, en fait. Même cette année, j'ai eu un gel sur un terrain là-bas. J'ai eu un gel le 25 mai. Donc, bon. Donc j'attends normalement le 15 mai. Et après, je mets en pleine terre. Après, j'arrose jusqu'à, comme je disais, juin. Et basta. Ben, en fait, c'est des variétés très précoces. En fait, sur les tomates, il y a tout un tas de variétés, des plus ou moins précoces. Donc, on va dire, pour les plus précoces, fin juin. Oui, en novembre, il y en a encore plein. Mais les plus précoces, fin juin. Après, c'est juillet et août. J'en ai beaucoup août et septembre. Octobre, et quand il fait beau, ça a duré jusqu'à décembre, certains endroits aussi. Il y a des variétés, c'est une variété Stupich, qui est la variété la plus précoce que je connaisse de tomates. Elle produit très très rapidement, variété Stupich. Elle ne produit pas beaucoup, elle fait des petites tomates, elle n'est pas bien grande, mais c'est la plus précoce que nous on est dans notre catalogue. Elle produit très rapidement, fin juin, des tomates, plus rapidement que certaines zones tomates en serre. Après, elle n'est pas impressionnante, elle ne produit pas énormément, mais elle est précoce. Variété de tomate Stupich. Ça s'écrit Stupis. S-T-U-P-I-C-E. On l'a dans notre catalogue, entre autres, de semences. Bon, on va faire une petite pause, hein, c'est ça? Oui.